Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. L'économie chinoise et plus particulièrement le marché chinois est un sujet qui intéresse un large public. Aujourd'hui, dans notre émission, nous avons deux invités pour en discuter. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau Zheng Jikun. Vous êtes directeur général d'Andros Chine, et Alexia Bourque, journaliste et présentatrice française. Merci, bonjour. Merci. Bonjour, bienvenue dans notre émission. Ici. Alors, je vais commencer peut-être par Monsieur Zheng. On voit que votre entreprise a participé plusieurs fois à cette exposition internationale d'importation de la Chine. Et avez-vous remarqué des différences ou de nouveautés à chaque édition et surtout, quel est votre sentiment à la participation de cette année? Alors, premièrement, c'est toujours le plaisir d'y participer. Alors, c'est la 5e fois où on participe à cette exhibition CIE. En fait, ça, c'est une exhibition qui est très enrichissante pour nous comme un producteur des produits alimentaires en Chine et aussi vendre à des consommateurs chinois. Et puis, on a aussi un business pour importer les meilleures confitures et les bonbons de la France vers ici et puis servir à des consommateurs chinois. Donc, CIE, c'est une plateforme qui est géniale, qui nous permet de toucher les consommateurs et aussi d'utiliser les réseaux sociaux pour créer la notoriété de notre produit. Et puis cette année, on pense que, alors ça c'est notre sentiment, c'est qu'il y a de plus en plus des KOL, donc les Key Opinion Leaders qui arrivent. Et grâce aussi à CIE, on est interviewé et puis on a la possibilité de présenter notre le nouveau lancement d'un produit. Et puis on utilise la plateforme CIE pour présenter ce produit-là à les consommateurs. Et puis ça nous a permis de créer beaucoup de notoriété et des bonnes voix des consommateurs pour ce produit-là. Et puis on a toujours les rencontres professionnelles. Et puis, ces professionnels sont aussi intéressés de connaître qu'est-ce que Andros voudrait faire dans un proche avenir en Chine. Donc, en tout cas, c'est une très bonne plateforme. Et puis, on est très, très content à chaque fois d'être invité et participer au CIE. Donc, ça vous a apporté des résultats à chaque fois. Exactement. Et Alexia, vous avez couvert de nombreux événements économiques. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier concernant cette exposition cette fois? Alors, j'ai envie de dire que la CIE a plutôt bonne presse, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle a une très bonne réputation. Les marques françaises savent que y être et y participer, c'est être déjà au cœur de l'actualité, être au cœur de l'innovation et d'avoir une longueur d'avance sur ce qui va se passer. Et je pense que, en fait, ça vient renforcer les relations bilatérales entre la France et la Chine. Et c'est vraiment l'endroit où il faut être pour commencer à vraiment comprendre le marché chinois, que ce soit d'un point de vue culturel ou économique. Et puis, il faut dire aussi que cette année, la France est l'un des invités d'honneur avec d'autres pays. Mais voilà, on sait que cette année, on a le 60e anniversaire des relations diplomatiques et économiques entre la France et la Chine. Et ça s'est ressenti dans cette édition spéciale. Et je pense que c'est porteur d'avenir et prometteur. En fait, présenter à cette exposition, c'est être près du marché. Oui. Si j'ai bien compris. Oui. Alors, justement, aujourd'hui, le marché chinois est devenu un sujet qui intéresse vraiment beaucoup de monde. Et Andros a trouvé sa présence en Chine depuis plus de 20 ans. Et cette année marque le 30e anniversaire de l'entrée de la Chine à l'OMC. Et vous êtes là depuis 26 ans, c'est ça? Oui. Et alors, quel genre d'évolution vous avez pu marquer pendant ces longues présences, si je peux dire? Oui, donc en fait, on est venu dans les années 1998 et c'est à un moment où on a commencé à créer notre première usine en Chine aussi. Alors l'idée de Andros, c'est toujours être en Chine pour servir les consommateurs chinois et les consommateurs asiatiques. Donc on a passé 26 ans ici et puis on a trouvé les belles croissances ici en Chine. Donc ça nous permet d'investir pour notre futur. Donc en 2019, on a décidé de continuer notre investissement en Chine et on a profité aussi de la plateforme CIE pour signer un accord stratégique avec notre partenaire Shandong et investir 2 nouvelles usines à Shandong. Donc ça c'est l'endroit qui est idéal
pour l'activité agricole et la production, parce que là, c'est très enrichissant des fruits. Donc, on est dans le cœur d'une province qui est très enrichissante des fruits, qui nous permet de faire des produits à très très bonne qualité. Donc, dans les 20 dernières années, je pense qu'à chaque année, en Chine, on a eu des belles croissances grâce à la croissance du marché chinois et grâce à la croissance de la consommation journalière des bons produits en Chine. Donc, on est très très content que les consommateurs chinois qui reconnaissent bien les produits à haute qualité. Donc, c'est ce qu'on cherche et on est très ravis de servir à les consommateurs chinois. Est-ce que vous avez pu constater des changements d'habitude de consommation des consommateurs chinois en 20 ans, ça doit être... il y aura sans doute des changements. Oui. Alors, je pense que premièrement, les consommateurs chinois ont une connaissance sur les aliments mondiaux qui est donc de plus en plus renforcée. Alors, 20 ans avant, donc les baguettes françaises, c'est encore quelque chose de nouveau pour nous. Mais ici, maintenant, tout le monde connaît bien les baguettes françaises. Et puis, petit à petit, on commence à connaître aussi les bons produits pâtissiers qui viennent de tous les pays, et surtout de la France, parce que la France est quand même considérée comme un pays qui est super bien pour tous ces produits de pâtisserie et viennoiserie. Et puis, donc, les consommateurs, je pense qu'ils cherchent de plus en plus les produits à la bonne qualité et aussi de la nouvelle expérience. Donc, par exemple, 20 ans avant, on cherche les croissants, un bon croissant. Et puis maintenant, on cherche un croissant qui a un fourrage abricot ou un fourrage chocolat dans le cœur. Ah oui, c'est vrai que maintenant, dans les pâtisseries vraiment chinois, on trouve des baguettes et les gens achètent des baguettes françaises. C'est quand même une nouveauté. Hein. Oui. Alors, Alexia, c'est votre première visite en Chine, en fait, et vous avez fait beaucoup de sujets économiques avant. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement sur la Chine? Alors, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est tout ce qui est lié à la robotique. Je pense qu'effectivement, la Chine a une longueur d'avance sur ce sujet. Effectivement, comme mon parcours l'a fait, c'est tout ce qui est lié aux technologies dans les ressources humaines et à la gestion de l'entreprise. Donc, je vais vraiment asseoir, on va dire, me concentrer sur toute l'innovation technologique au niveau de la robotique, de l'intelligence artificielle, mais surtout de ce que vous pouvez apporter au niveau high-tech pour les entreprises. Ça change un peu de... Ça change complètement des croissants, mais c'est tout aussi passionnant. J'ai envie de dire, les deux sont passionnants. Ouais, je trouve c'est aussi très lié parce que dans les usines, on va avoir la robotique et tout. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est comment la robotique arrive à faire ce que l'être humain n'a plus envie de faire, en fait. C'est comment il peut l'aider à améliorer sa qualité de travail au quotidien. Et je pense que les entreprises chinoises l'ont très bien compris. Et pourquoi pas voir comment ça peut s'appliquer en Europe et en particulier en France. Et maintenant, pour votre séjour en Chine, vous pouvez être rassuré parce que vous pouvez acheter des baguettes et des croissants. Voilà, je sais que je ne serai pas dépaysée. Alors, on voit que c'est assez intéressant parce qu'on voit que finalement, les business, c'est aussi des échanges humains. C'est comme pendant l'exposition, pendant la foire, c'est les gens qui parlent entre eux. Donc, il y a des échanges face à face. Et Monsieur Zeng, vous travaillez dans une entreprise multiculturelle. Donc, est-ce que vous pouvez partager un peu votre expérience de relever le défi de ce qu'on appelle un peu choc culturel dans votre travail et surtout de management? Alors, je pense qu'en fait, c'est très intéressant de parler sur ce sujet-là parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne me sens pas tellement le défi de choc culturel. C'est plutôt, je me sens très très à l'aise de travailler dans une société française. Alors dans le passé, j'ai mon parcours professionnel, j'ai travaillé pour les sociétés américaines, sociétés françaises aussi et les sociétés allemandes. Et je me sens très bien de travailler dans une société française parce que premièrement, alors je connais bien Andros et puis le patron et puis aussi la famille, sachant que Andros c'est une société familiale et on parle beaucoup que Andros c'est une société familiale française et puis une société multilocale. Donc ça veut dire qu'en fait on a des connaissances françaises et puis on travaille pour une famille donc qui prend des décisions de long terme, donc il n'intervient pas pour changer l'idée du jour au lendemain. Et puis après, on a multinational, ça veut dire qu'en fait, multilocal, ça veut dire qu'on a le droit de choisir les chemins qu'on pense corrects à travailler dans le marché local.
Donc, Société Andros a vraiment envie d'écouter ce qui se passe localement et puis accepter ce qu'on propose comme chemin pour aller jusqu'aux réussites. Et puis après, on a plein de collaborateurs donc en Chine. On a des collaborateurs, la majorité sont des Chinois. Et puis on a aussi quelques-uns sont des Français. Et puis on essaie de créer une ambiance de travail que en fait chacun se comprenne de l'autre côté. Et puis il y a toujours des langages communs si on parle de technique. Alors, il y a toujours des langages communs sur la partie technique et mécanique. Et puis, donc c'est avec cette partie-là qu'on pourrait trouver facilement la reconnaissance entre les gens, donc les Français, notre collaborateur française ici, et puis les collaborateurs chinoises ici, et aussi entre nous comme les employés qui travaillent chez Andros en Chine, et puis aussi notre collaborateur en France, en US, en Allemagne, et dans les différents pays. Est-ce qu'on peut dire finalement c'est la clé de la réussite dans les managements multiculturels, c'est plutôt l'ouverture d'esprit et liberté dans des actions pour les autres employés. Absolument. Mais je voudrais quand même demander à Alexia, parce que vous avez beaucoup travaillé dans les ressources humaines, donc si vous devez réfléchir un peu sur cette question, quelle est votre réflexion? Déjà, je suis complètement d'accord avec Maxence sur le fait qu'il y a effectivement une prise en considération du multiculturalisme dans les entreprises et que les ressources humaines aujourd'hui qui sont confrontées à de nombreux défis, notamment sur la haute technologie qui arrive à grands pas pour pouvoir gérer les collaborateurs, mais pas seulement. Il y a aussi cette question du bien-être au travail et ça passe aussi par comment communiquer entre les différentes cultures. Je pense que l'un des défis à relever, que ce soit pour les multinationales françaises, voire tout court européennes, qui s'implantent et qui travaillent avec la Chine, c'est de donner, par exemple, plus de conseils sur comment savoir coopérer avec des cultures très différentes, avoir des codes. On ne connaît pas forcément les codes des Chinois, on ne connaît pas forcément les codes d'autres pays. Et je pense qu'un des défis pour les ressources humaines, ça va être de donner plus de moyens aux collaborateurs de comprendre le multiculturalisme pour mieux travailler ensemble parce que c'est avec l'empathie et la compréhension mutuelle qu'on y arrive. Mais est-ce que vous constatez qu'il y a le entre guillemets code chinois ou code français dans votre travail? Je me sens qu'il n'y a pas tellement. En fait, si on commence à sentir qu'il y a le code chinois et le code français, alors on va commencer à réfléchir quelle est la différence, mais des fois, dans le travail quotidien, ça ne marche pas comme ça. Et puis, nous, on a une société il y a non seulement les collaborateurs françaises, chinoises, et il y a aussi des gens qui viennent d'autres pays. En fait, 2 ans avant, j'ai fait une proposition que je voudrais renforcer le lien entre les collaborateurs françaises et chinoises. Donc, j'ai discuté avec les sièges la possibilité d'avoir plus de mobilité entre les gens de différentes nationalités. Donc, je dis qu'on pourrait envoyer aussi les collaborateurs chinoises dans les autres pays et puis être bienvenus pour recevoir les collaborateurs françaises. Et puis, ça a été corrigé par le patron de la famille qui m'a corrigé en disant que c'est pas les Français, mais c'est les étrangers. Donc il faut non seulement penser à les Français, mais on pourrait aussi penser à les Anglais, les Allemands, les Vietnamiens, etc. Donc on voudrait vraiment créer une culture qui vient de différents pays et puis respecte l'habitude et la différence culturelle de chaque pays. Mais avec ce respect-là, et puis je pense que c'est la clé de succès pour avoir une société qui est ouverte pour tout le monde. Je crois que ce n'est pas seulement la clé de la réussite pour une société, c'est aussi pour réussir dans la vie aujourd'hui tellement globalisée, il faut avoir le respect et tout, et aussi la mobilité des échanges. On va peut-être en revenir un peu plus tard. Alors, vous avez témoigné, Monsieur de votre entreprise, ce changement de paradigme de l'économie chinoise plutôt d'une économie qui concentre sur la croissance, la rapidité, et aujourd'hui plutôt à la qualité. Donc, comment ce changement a été ressenti ou vécu au sein de votre entreprise? Oui. Alors, il y avait une période où, en fait, chaque année, c'est facile pour les sociétés alimentaires d'avoir une croissance 5%, 10% ou même 20%. En fait, à tel moment, il y a surtout une croissance pour les marchés food service. En fait, 20 ans avant, il n'y a quasiment pas de marché food service. Et puis, on a
vécu dans une période où il y a une très belle croissance. Est-ce que vous pouvez expliquer juste une petite parenthèse food service Oui, food service, c'est pour que les gens puissent manger à l'extérieur de leur famille, donc manger dans le restaurant ou boire quelque chose dans un café, dans la rue ou prendre un bain dans le magasin pâtisserie. Donc tout ce qui est servi pour que les gens pourraient trouver les occasions de consommation à l'extérieur de leur famille. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ça food service. Et il y a une très belle croissance pour le marché food service. Il y a aussi une très belle croissance pour les produits de retail. Dans les 20 dernières années, les produits laitiers a une très belle croissance. Aussi, par exemple, le yaourt et même les fromages. Donc c'était une période où on dit plutôt facile pour tout le monde. Et puis, il faut accélérer le plus vite possible pour gagner plus de profit, plus de notoriété auprès des consommateurs. Et maintenant, on est dans une période où plutôt alors on cherche la croissance à la qualité. Donc déjà, les consommateurs, on ne peut pas imaginer qu'à chaque fois on lance un nouveau produit, les consommateurs vont absolument l'aimer, l'accepter et puis le consommer. Donc il faut vraiment réfléchir quelles sont les nouvelles expériences qu'on pourrait amener aux consommateurs. Ça, c'est la même question non seulement pour nous, mais aussi pour tous les joueurs qui travaillent dans les secteurs alimentaires. Donc, maintenant, ils sont devenus plus exigeants. Oui, on est devenus plus exigeants et puis on voudrait toujours avoir une nouvelle expérience et on voudrait avoir une expérience qui est non seulement sur le produit lui-même, mais aussi sur une émotion. Donc on parle aussi quel genre d'émotion qu'on pourrait partager avec le consommateur. Donc les consommateurs pourraient sentir que c'est une marque, c'est un producteur qui nous connaît. Donc ça, c'est très très important. Donc il faut investir sur la technologie, premièrement, parce que c'est avec la nouvelle technologie qui pourrait amener la meilleure qualité des produits c'est trop bien, c'est le sujet pour les consommateurs. Et puis en addition de cela, il faut aussi donner la convenience pour les consommateurs. Il faut que ce soit facile à consommer. Et puis il faut que ce soit possible à consommer à un moment qui est correct. Et puis après, il faut réfléchir la partie émotion des consommateurs. Pour chaque catégorie des consommateurs, peut-être ils ont des idées différentes. Donc il faut les connaître et choisir les meilleurs consommateurs qu'on voudrait travailler avec. C'est vrai que c'est vraiment un changement, ça démontre vraiment un changement de la société parce que c'est difficile à imaginer 20 ans avant que les consommateurs chinois cherchent vraiment, entre guillemets, émotion, cet aspect émotion, n'est-ce pas? Alors, parlant de l'économie, Alexia, vous avez participé plusieurs fois à des émissions spéciales sur l'économie chinoise. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus en produisant ces émissions? Alors, il y a énormément de choses qui m'ont inspiré tout au long de l'année. Vraiment, ça a été vraiment une année extrêmement riche par cet anniversaire de ces 60 ans. Je peux peut-être citer deux points qui ressortent le plus. Déjà, le premier, c'est la richesse interculturelle qu'il y a entre les deux pays et la force qu'on peut s'apporter mutuellement. Et aussi la découverte de cette énergie renouvelable qui commence vraiment à prendre une importance énorme, que ce soit sur le marché chinois ou français, et on voit les relations qu'il peut y avoir de proximité dans l'échange technologique et de savoir-faire entre la France et la Chine. Ça, c'était le premier point. Et puis le deuxième, c'est la dernière émission qu'on a animée, c'est effectivement comprendre que la Chine n'est pas seulement un pays qui exporte, c'est un pays qui importe aussi. Et je pense que c'est extrêmement intéressant pour que les entreprises puissent se projeter un petit peu sur de nouveaux marchés, parce qu'on n'a pas forcément cette vision de la Chine. On n'imagine pas s'implanter en Chine pour y apporter notre savoir-faire, alors que en fait, si la Chine est accueillante, elle ouvre ses bras au savoir-faire et aux technologies françaises, notamment sur la médecine, ce qu'on appelle la medtech, et les énergies renouvelables, et voire même d'autres choses, comme on peut le voir aussi dans l'agroalimentaire, puisque visiblement les croissants sont les bienvenus aussi, les baguettes. Donc ça, c'est plutôt bon signe, et c'est preuve vraiment qu'il y a vraiment, c'est un pays qui importe, et ça m'a particulièrement touchée. Monsieur Zhang, en fait, vous, votre entreprise, vous travaillez beaucoup avec les agriculteurs. Donc, quel est votre constat de la campagne chinoise d'aujourd'hui? Alors, mon idée, c'est que déjà, premièrement, en Chine, il y a des endroits où on produit les fruits à la meilleure qualité. Donc, je suis dans le métier des fruits, donc je parle pour la partie fruits. Par exemple, l'abricot, on a la meilleure abricot dans le monde, avec une variété qui s'appelle le Golden Sun, qui est très très bonne. Et donc, on est
qualitativement, on pourrait sortir des produits avec la meilleure qualité. Et puis après, on a encore des choses à faire pour amener les nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore allé jusqu'au niveau robotique, mais on est en train de chercher les moyens mécaniques pour faciliter la vie des agriculteurs. En fait, aujourd'hui, on travaille dans la campagne avec les agriculteurs et puis on signe des contrats de long terme avec eux pour avoir des relations de business, mais aussi on les donne des connaissances pour faciliter leur vie. Par exemple, on les aide à construire le réseau des canaux. Avec les canaux-là, on pourrait livrer de l'eau et des fertilisants automatiquement. Donc ça permet d'éviter que les fermiers, chaque jour, il faut travailler avec cette partie-là de façon manuelle. Donc ça donne aussi une possibilité que pour chaque fermier de travailler avec une surface qui est plus large que ce qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, si on prend un moyenne, normalement pour une famille agricole, il faudrait occuper une surface autour de 1 ou 2 hectares. Pas plus que ça. Parce que plus que ça, ça va donner des main-d'œuvre qui est insupportable pour eux. Mais avec les moyens à la technologie plus avancée et dans le futur de plus en plus mécanique ou même robotique, je pense qu'on pourrait imaginer que pour chaque famille, il pourrait travailler non seulement pour 1 hectare, mais il pourrait travailler progressivement jusqu'à 10 hectares ou même 100 hectares. Donc ça devient plus ressemblable à une situation en Europe ou en Amérique. Comme ça permet les familles agriculteurs de gagner plus d'argent et avoir une vie qui est plus confortable aussi. Cela dit, c'est-à-dire que peut-être dans quelques années, ou déjà aujourd'hui, peut-être quand vous allez dans certaines campagnes chinoises, c'est un tout autre registre qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans. C'est déjà des changements assez profonds, grâce à la technologie. Toujours, j'y crois beaucoup et vous venez d'en faire la preuve. Donc merci, effectivement, c'est un bon point. Mais on voit que comme vous avez mentionné tout à l'heure que la gastronomie française et le secteur de restauration, ça représente un secteur d'activité quand même très très important dans l'activité économique française en Chine. Et surtout la gastronomie française est une tradition culinaire inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc quel est votre regard sur le futur de la coopération dans ce domaine entre la France et la Chine? Alors de mon côté, premièrement, je suis un grand fan des restaurations françaises. Donc je pense que ça permet... Alors, les gastronomies françaises, déjà premièrement, il y a les bons restaurants français en Chine, s'installer à Pékin, à Shanghai. Donc ça permet les gens qui pourraient avoir une expérience en addition de la restauration chinoise, avec un même niveau d'expérience, mais de l'expérience très différente. Et donc, je pense qu'avec une connaissance qui s'est renforcée entre la Chine et la France, et puis les consommateurs chinois et les consommateurs français, maintenant, il y a de plus en plus des Chinois qui sont habitués à quelques repas français. Et puis après, je pense que toutes ces parties-là, c'est des éléments qui sont très, très intéressants et puis qui amènent aussi une vie, une expérience qui est heureuse pour les consommateurs. Et puis, une fois, un consommateur chinois qui aille dans un restaurant français, qui prend un moment qui est très agréable là-bas, je pense que ça, c'est une partie qui est plutôt formidable pour la vie personnelle. Et puis après, il y a non seulement toutes ces parties-là qui ont de l'expérience directe pour un repas français, mais il y a tous les métiers derrière. Par exemple, nous, chez Andros, on parle beaucoup de la terre vers la cuillère. Donc, ça permet beaucoup de gens qui travaillent derrière ça et qui ont l'occasion de toucher la gastronomie française. Et puis la gastronomie française qui pourrait amener aussi l'occasion de travail, aussi l'occasion de business, non seulement pour les gens qui travaillent dans le restaurant français, mais tout derrière, les gens qui travaillent dans le métier du lait, de l'alcool, et même, par exemple, les fermiers qui plantent
les pommes, les abricots, les fraises, etc. Donc ça, c'est ça touche beaucoup de monde. En fait, je pense, peut-être Alexia va découvrir cette fois, c'est qu'au fond du fond, je pense en Chine, ça existe aussi cette notion de l'art de vivre chez les Chinois aussi. Peut-être c'est un point qui fait que les Chinois, même si ils ont pas très habitués aux baguettes, au fromage, mais ils ont tendance à les consommer. Donc l'art de vivre en Chine et l'art de vivre en France, c'est une proximité. Oui. Ouais. Oui. Alors Alexia, pour mieux découvrir la Chine, je crois que cette fois, vous êtes venue sans visa. Oui, c'est ça, tout à fait. Et maintenant, on a aussi cette politique de séjour sans visa pour une durée de 144 heures lors d'un transit. Donc, quel est votre regard sur ce genre de politique comme ça facilite les échanges? Oui, je ne peux que saluer l'initiative parce qu'effectivement, ça va faciliter non seulement les échanges, mais aussi la curiosité. Ça va inviter à la fois un grand nombre d'entrepreneurs, mais aussi de tout citoyen, de s'intéresser à la Chine, de la découvrir et de connaître et de voir qu'au final, nous avons peut-être des cultures et un savoir-vivre et des cultures qui sont communes, une façon de travailler aussi peut-être, une vision commune. Donc je pense que c'est une excellente initiative qui a été mise en place et je n'hésiterai pas à la mettre en pratique personnellement pour revenir voir à la fois les produits agricoles mais aussi les technologies qui viennent changer un petit peu le paysage, mais pour le bien de l'humain et de la planète, parce que ce que je constate, c'est que la technologie vient aussi renforcer cette dimension qui est d'énergie renouvelable et d'énergie aussi pour maximiser le bien-être des collaborateurs. Donc c'est tout un grand bénéfice que je vois qui nous permettent de découvrir ça. Et ça rejoint un peu à la mobilité qu'on a parlé tout à l'heure avec vous. C'est très intéressante. La mobilité, c'était un point, je n'osais pas rebondir, mais effectivement, pour créer cette notion de multiculturalisme, le fait de créer de la mobilité entre différentes cultures, pour moi, c'est l'une des clés vraiment pour faire cette conduite du changement et cette adaptation interculturelle, parce que parfois la visioconférence, ça ne suffit pas. il faut aller voir, il y a quand même un contact humain qui est important, et je pense qu'effectivement, c'est une excellente initiative de votre part, en tout cas, de la part d'Andros et de votre président également, que de créer ces échanges en physique, en présentiel. Il ne faut pas oublier le présentiel. Je n'aurais pas imaginé que la Chine était comme ce que je viens de découvrir avant de venir. Donc on se fait une idée. Baguettes dans des aussi. Ouais. Et je pense qu'en fait, souvent, ça se commence par une belle expérience gastronomique. Donc il faut essayer le restaurant chinois. Alors peut-être un mot pour la fin. Monsieur Zeng, Alexia a évoqué tout à l'heure que cette année marque le 60e anniversaire de la relation diplomatique entre la France et la Chine. Donc vous êtes un Chinois qui travaille dans une entreprise française. Quelles sont vos attentes par rapport à l'avenir dans les échanges ou dans votre carrière? Alors, en tant que Chinois, je pense qu'on a toujours une relation qui est très bonne entre la France et la Chine. Et puis nous, en fait, depuis que j'étais petit, on parle toujours de la France. C'est un pays qui est plutôt très riche au niveau culturel. Et donc on a une bonne impression du pays de la France. Et puis on a aussi les collaborateurs chinois qui travaillent dans une société française. Et puis, je pense qu'eux, ils vivent assez bien, ils sont tous heureux. Et puis, on voudrait continuer à travailler comme ça. Comme ça nous permet de créer une vie heureuse pour notre collaborateur. Et puis, on espère qu'il y a toujours ce genre une bonne relation entre la Chine et la France qui nous permettent aussi les pays des deux côtés de découvrir la culture humaine, la culture gastronomique aussi. Donc aujourd'hui, on a parlé de la gastronomie française, mais je pense que la gastronomie chinoise est aussi très très intéressante pour les Français et pour celui qui habite en France. Donc il espère avoir une très belle expérience de la gastronomie chinoise aussi en France. Il faut travailler bien pour l'art de vivre dans les deux côtés. Oui. C'est vrai. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à notre émission et partagé votre expérience avec nos téléspectateurs. Merci. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.